Bienvenue dans un nouvel épisode de Un matin en Corée. Un matin, un invité, une perspective sur la Corée. Moi, c'est Alexandre et je suis en compagnie d'Antoine. Salut Antoine, comment ça va? Salut Alexandre. Écoute, aujourd'hui, pour cet épisode, on se tourne vers le passé et plus particulièrement vers la période de Choson. Oui, effectivement. Avant d'être divisée en deux États, la péninsule coréenne était occupée par la dynastie des Yi qui régnait sur le royaume de Joseon depuis le XIVe siècle. Les dirigeants du pays ont rapidement choisi d'adopter le néo-confucianisme en tant que doctrine officielle pour remplacer le bouddhisme qui était dominant à l'époque du Goryeo. Le néo-confucianisme, qui prend ses sources du confucianisme, peut nous sembler difficile à appréhender. Le contexte historique et culturel, le chinois classique, l'existence de différents courants et interprétations, bref, les barrières pour comprendre cette doctrine sont nombreuses, ce qui porte encore plus à confusion. Et c'est parfois aussi une manière un peu facile d'expliquer les phénomènes sociaux en Corée. C'est pour ça qu'aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Isabelle Sancho, spécialiste du confucianisme coréen. Avec elle, nous allons tenter de comprendre ce qui a été le confucianisme dans l'histoire coréenne et ce qu'il en reste aujourd'hui. Eh ben, quel programme? Jingle? Jingle! Bonjour Isabelle. Bonjour. Tu es historienne chargée de recherche au CNRS et directrice du Centre de recherche sur la Corée. Tu as publié en 2011 une traduction de Principes essentiels pour éduquer les jeunes gens de Yi Yi, un des textes les plus célèbres du corpus néo-confucéen coréen. Et nous te recevons aujourd'hui puisque tu viens de publier Confucianisme, la voie coréenne à l'Atelier des Cahiers, un ouvrage ambitieux qui retrace plus de 2000 ans d'histoire du confucianisme coréen. Et donc, pour commencer cet entretien, avant de partir pour la Corée, nous devons faire un détour par la Chine, le berceau du confucianisme. Est-ce que tu peux nous rappeler dans quel contexte apparaît le confucianisme et quels en sont les principes fondateurs ? Oui, merci, Antoine pour cette présentation. Le confucianisme, oui, effectivement, vient de Chine, comme je pense la plupart des gens le savent. Et la période, en fait, de naissance du confucianisme est celle de la Chine pré-impériale, donc avant l'ère chrétienne. Mais les origines, finalement, de cette tradition remonteraient, en revanche, à l'Antiquité, donc avant le premier millénaire, voire le deuxième millénaire avant Jésus-Christ. La fixation en fait du confucianisme se fait autour de la figure de Confucius, puisque Confucius est un terme forgé à partir du nom de Confucius, qui est la forme latinisée de Kongqiu, le petit nom de Confucius. Donc Confucius a vécu au 5e siècle avant Jésus-Christ. Alors il devient, si vous voulez, la figure de proue de ce qu'on appelle aujourd'hui le confucianisme, mais lui se considère simplement comme quelqu'un qui transmet une culture ancienne. Et les textes importants du confucianisme, qu'on appelle les textes confucéens, les classiques confucéens, en fait, sont antérieurs à Confucius lui-même, qui ne serait en fait que l'exégète, le commentateur ou l'éditeur. Alors, le confucianisme pourrait être défini finalement comme une tradition savante, intellectuelle, constituée à l'origine d'experts de textes et de rituels, parce que le terme de confucianisme, en fait, dans les langues chinoises, coréennes ou japonaises, on parle plutôt d'école des lettrés. Donc, lettrés en ce sens que ce sont des savants et peut-être des scribes et donc des experts. Et cela explique pourquoi souvent aujourd'hui, quand on essaie de traduire confucianiste ou confucéen, soit on dit lettré, soit on dit lettré fonctionnaire, parce que il y a toujours cette dimension, quand on aborde le confucianisme, du rôle politique joué par ceux qu'on appelle les ministres du prince, qui sont les confucéens. Donc si vous voulez, l'archétype du confucéen, c'est soit un lettré fonctionnaire, et plus rarement un souverain.
Alors les principes, fondamentaux. Alors je pense que je vais peut-être, décevoir, pas mal de gens. Je ne dirai pas spontanément piété filiale ni loyauté, mais plutôt, 2 autres termes qui sont beaucoup plus, signifiants et importants. Donc le 1er ce serait, l'apprendre ou l'étude, donc en coréen, hak, en chinois xue, et c'est vraiment, le presque, au cœur, si vous voulez, de la définition de, ce qu'est le confucianisme. Le confucianisme est une voie de l'apprendre. Le second terme important est, le sens de l'humain, l'humanité, que donc in en coréen, et c'est peut-être la notion la plus importante chez Confucius, donc le Confucius historique ou textuel, celui des entretiens. Voilà, donc ça, c'est les 2 principes, cardinaux, du confucianisme. Il y a après toute une constellation, mais c'est pour ça il faut lire le livre. Donc, comment est-ce que le confucianisme finit par se répandre au point de devenir la doctrine officielle du royaume de Joseon en remplaçant le bouddhisme durant Goryeo? Parce que donc le royaume de Joseon a commencé en 1392, donc plus de 1500-1800 ans après les débuts du confucianisme. Donc, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur cela? Oui, les liens entre, Corée et confucianisme sont anciens, mais une datation est un peu, difficile à établir. Alors ce serait probablement, au début de l'ère chrétienne, en fait, via les échanges avec, les empires chinois, que la Corée, ou la proto-Corée, éclatée en plusieurs, États, aurait été exposée donc, au confucianisme. Alors, comme tu l'as rappelé, Alexandre, effectivement, se produit quelque chose d'assez important dans l'histoire de la Corée au moment de la transition entre le royaume du Goryeo et celui du Joseon. Parce qu'on appelle en général le Goryeo un État bouddhiste, dont l'idéologie officielle aurait été le bouddhisme, et le Joseon, qui est finalement le royaume avec la dynastie la plus pérenne et la plus longue en fait de l'histoire de Corée, qui va donc du 14e au 20e siècle. Ce royaume du Joseon est qualifié d'État confucianiste ou confucéen, voilà. Donc, que s'est-il passé entre ces 2 moments? Alors, c'est pas, forcément une transition extrêmement brutale, et souvent on avance des arguments purement idéologiques en disant que c'est le confucianisme était une idéologie du changement, un projet de réforme, de refonte de l'État coréen. Mais, ce qui est plus, intéressant en fait, afin de mieux comprendre en fait, parce que le confucianisme, comme je le disais, existait déjà. Le Goryeo appliquait des principes confucéens. Les valeurs confucéennes existaient dans la société du Goryeo, mais disons pas au même point que sous le Joseon, où on assiste à ce qu'on appelle la confucianisation de la société. Et ce qui se produit finalement a plus à voir avec le contexte et plus des facteurs, je dirais, moins idéologiques que économiques, politiques, sociaux, contextuels et militaires. En fait, c'est l'état, l'évolution de l'histoire du Goryeo dans une période extrêmement troublée de l'histoire de l'Asie orientale, dans cette région d'Asie du Nord-Est, que on peut expliquer pourquoi certains lettrés et certains lettrés fonctionnaires du Goryeo s'intéressent à cette idéologie qu'ils voient appliquée en Chine comme finalement une méthode bienvenue pour transformer certaines choses qu'ils considèrent dysfonctionnelles dans leur propre royaume. Et le but principal, c'est finalement de solidifier un État unifié en Corée, dans la péninsule coréenne, capable de résister aux invasions, aux guerres, aux appétits, si vous voulez, des pays limitrophes qui changent. Et voilà, il y a un aspect sécurité, définition de soi et consolidation de l'État, coréen. Cette, cette doctrine qui est adoptée par le Joseon, c'est le néo-confucianisme. Quelle est la différence entre confucianisme et néo-confucianisme? Oui, alors là, c'est une grande question. Hem, alors néo-confucianisme, on utilise ce terme, c'est un peu par commodité.
C'est pour faire une distinction, c'est que, on parle de néo-confucianisme pour parler de, la renaissance, en fait, du confucianisme, qui aurait eu lieu donc, à partir de la fin des Tang, jusque et pendant les 2 dynasties des Song en Chine. Donc c'est un renouvellement du confucianisme institutionnalisé dans l'État impérial chinois qui commence à se déliter donc à partir des Tang, et il y a une sorte de refonte idéologique, du confucianisme et qui va prendre, plusieurs siècles. Et cette refonte, elle est multiforme. Alors aujourd'hui, on dit néo-confucianisme parce que c'est plus pratique, mais en langue asiatique, il y a toute une multitude de termes pour qualifier ces différents courants de ce renouveau confucéen. Alors le renouveau, pourquoi renouveau ou renaissance? Parce que, alors supposément, en théorie, disons, ces adeptes parlent d'un retour aux sources, et retour aux sources, à la situation, intellectuelle de la Chine avant l'introduction du bouddhisme. Donc là, le grand facteur, la grande distinction, si vous voulez, entre confucianisme et néo-confucianisme, c'est que c'est avant-après le bouddhisme, qui est quand même, un énorme choc, civilisationnel, culturel, intellectuel. Et en dépit, de la critique, parce qu'il y a une dimension un peu conservatrice dans le néo-confucianisme est un produit métissé, entre le confucianisme, si vous voulez, un peu classique, et le bouddhisme, le taoïsme. Donc finalement, c'est quelque chose de nouveau, mais qui est à différentes formes. Et après, quand on passe en Corée, il y aura encore de nouvelles formes, mais voilà, par praticité, on parle de néo-confucianisme pour faire cette distinction. Oui, en général, en Corée, quand on parle de confucianisme, il s'agit de néo-confucianisme et pas de confucianisme comme celui de la Chine des Han ou voilà. Tu as parlé d'un aspect critique que le néo-confucianisme aurait pour le bouddhisme. Quelle est cette critique qu'il adresse au bouddhisme? En fait, la critique, elle est diverse. Alors, d'un point de vue entièrement théorique, la critique se porte sur, disons, sur deux aspects. C'est-à-dire que le bouddhisme serait une erreur. C'est-à-dire que la doctrine bouddhique se tromperait sur le fonctionnement du monde, le fonctionnement de l'esprit humain, le sens en fait de l'existence humaine. Donc il y a une erreur d'abord qui serait de l'ordre purement théorique en fait, et la critique la plus importante, comme vous vous doutez bien, elle est ailleurs, elle est politique, sociale. La critique porte sur les effets de l'institution monastique, des préceptes du bouddhisme, et qui seraient, selon les néo-confucéens, à l'opposé des valeurs fondamentales du confucianisme, qui sont plus tournées vers le salut, j'ai envie de dire collectif, et non pas simplement individuel. Et il s'agit de s'engager dans le monde et non pas de se mettre en retrait du monde. Les arguments, si vous voulez, économiques sont une critique de la richesse de l'Église en fait et du pouvoir des moines. Bon, c'est un phénomène classique hein, entre la religion et le pouvoir dans d'autres régions, et finalement les confucéens adoptent cette même attitude de rejet du religieux comme quelque chose qui aliène les individus et fragilise en fait l'État et le fonctionnement de la société. Mmh. Tu as parlé de cet engagement vers le monde pour les néo-confucéens. Dans le confucianisme, la place de l'étude, donc comme tu l'as rappelé, le shui, elle était essentielle, et la relation qui va avec du maître à l'élève qui est primordiale. Et donc, tu notes le caractère ambigu de cette étude sous le Choson, où c'est à la fois donc un chemin de perfectionnement des lettrés vers l'idéal de l'homme de bien, mais c'est également la formation donc de fonctionnaires talentueux pour l'État. Comment est-ce que les lettrés et les gouvernants du Choson réussissent à ménager cette ambiguïté? Oui, alors c'est une bonne question, et parce que finalement la question que tu poses Antoine, elle pointe une des grandes questions sur l'histoire du Choson, c'est la question des concours de recrutement des fonctionnaires. Finalement, l'ambiguïté, disons qu'ils ne la ménagent pas, enfin parce que mais en fait plutôt ils l'entretiennent sciemment.
J'ai envie de dire que cette ambiguïté, elle porte sur la superposition qu'on fait entre deux choses différentes. Une première chose est l'étude et donc l'apprendre du confucianisme, qui est donc, comme tu l'as rappelé, une sorte de quête de perfectionnement individuel de chacun par l'étude des textes, l'étude morale, et d'autre part, ce qu'on pourrait appeler la formation. L'étude au sens moderne, en fait, on fait des études, on va dans une école, bon, et dont la finalité, c'est de passer des concours dits mandarinaux, des concours de recrutement pour devenir fonctionnaire. Donc c'est ce recoupement qui est volontairement, moi, selon mon point de vue, hein, euh, entretenu. Enfin, cette superposition est entretenue parce que en fait, chaque partie en présence, il trouve son compte au Choson. C'est-à-dire que pour l'État, en disant bon, on va choisir parmi vous les meilleurs pour servir de fonctionnaires et constituer l'élite administrative du pays. Et ça permet de créer un vivier parce qu'ils recrutent des fonctionnaires, mais c'est pas forcément tous le top du panier. Hein. Enfin, c'est comme dans tous les concours, on recrute aussi des fonctionnaires médiocres, mais il faut remplir la bureaucratie. Donc, il y a des besoins importants. Donc, pour l'État, c'est de se ménager en fait ce vivier en mettant en avant l'étude, l'excellence, la sélection, la méritocratie d'une certaine manière. Et d'autre part, bon, pour le roi, ça permet aussi au Joseon de faire le tri entre des aristocrates qui peuvent éventuellement lui casser les pieds et de les domestiquer un peu, de les curialiser, enfin de les faire venir à la cour, de les intégrer dans la bureaucratie. Et finalement, pour les fonctionnaires, qui sont massivement des aristocrates dans les échelons supérieurs, c'est une manière de dire oui, on consent à participer à l'État parce qu'on est sélectionné sur un mérite reconnu de tous, qui nous place au-dessus de la masse en fait. Et mais c'est toujours important pour eux de faire la distinction entre l'étude confucéenne et l'étude pour les concours. Et ça, c'est très net depuis le début au Joseon, parce que pourquoi? Ça permet aux yangban coréens, donc aux nobles, aux aristocrates coréens, d'avoir une porte de sortie où ils peuvent ne pas servir dans l'aristocratie, en disant, en se targuant de se consacrer à l'étude, la vraie, la noble, qui est l'étude des textes, sans servir de ministre au prince. Donc finalement, cette ambiguïté, elle sert tout le monde, parce qu'en fonction des circonstances, on peut s'adapter et ça permet au système de durer en fait, sans qu'il y ait de refus de part et d'autre. Donc, dans ta réponse, tu as évoqué les différents concours qui permettaient justement à ces personnes d'entrer dans la bureaucratie et même à certains d'entrer dans cette classe des Yangban, une classe ou un statut d'ailleurs. Euh, et aussi, tu as évoqué la question de la méritocratie. Alors, tu l'évoques aussi dans ton livre à de nombreuses reprises. Et je me demandais déjà si ce concept de méritocratie était vraiment pertinent pour qualifier en fait tout ce système, donc avec l'examen, le Gwago, et ensuite tout l'aspect bureaucratique de l'administration coréenne. Parce qu'en fait, la société coréenne, à cette époque, il y a l'esclavage, l'égalité entre les hommes et les femmes est assez différente de celle qu'on a aujourd'hui. Que penses-tu de ce concept de méritocratie en lui-même? Alors, oui, c'est une question qui est peut-être pas complètement évidente. C'est-à-dire que, en théorie, le confucianisme prône la méritocratie. Et ça, c'est aussi une différence du confucianisme par rapport à d'autres courants de pensée de la Chine ancienne. C'était une des spécificités. C'était de dire que l'élite, en fait, ça doit être une élite morale et pas simplement une élite sociale. Bon. Mais dans les faits, et tu l'as très bien dit, et avec finalement une institutionnalisation dans l'institution des concours, il y a des règles. Et ce n'est pas des règles énoncées par le confucianisme, mais par le droit. Et il y a des codes, en fait, de la dynastie. Et dans ces codes de la dynastie, inspirés certes du confucianisme, mais les codes ne sont pas confucianistes. Il y a des règlements, en fait, et des contraintes et des limitations à l'accès aux concours. Et très clairement, les concours au Joseon sont finalement instaurés et maintenus pour pérenniser, maintenir les barrières en fait sociales. Donc le discours
si vous voulez, il est, méritocratique. Mais, dans les faits, ça ne fonctionne pas comme ça et très vite, ça dysfonctionne et les Confucéens eux-mêmes sont les premiers à râler en disant que ce n'est pas conforme avec, ce qui devrait être. Donc il y a une petite distinction, donc ça dépend du point de vue qu'on adopte. Très bien. Et pour revenir sur les principaux aspects du confucianisme, il y a aussi la notion de rite, à tel point que la Corée est considérée, et là je te cite, comme le pays des rites par ses voisins. Ce n'est pas un concept avec lequel nous sommes vraiment familiers en France, et la traduction de rite, donc en coréen c'est ye, elle peut être trompeuse, car c'est une notion polysémique. Est-ce que tu peux expliquer pour nos éditeurs les différentes notions qu'englobe ce mot? Oui, merci pour cette question parce qu'effectivement, c'est bon, alors c'est un énorme lièvre qu'on soulève, hein, mais c'est vrai que c'est un peu le fil rouge qui tient un peu tout mon livre ou mon propos parce que, comme, je le dis d'ailleurs, que les rites sont le cœur battant du confucianisme. Donc c'est une expression un peu imagée, mais c'est pour, précisément expliquer que quand on dit rite en français, enfin en général, on pense aujourd'hui à, je sais pas, à de l'étiquette, à quelque chose de très rigide, de contraignant, et de corset moral, qui, donc, contraindrait uniquement les individus, bon. Mais en fait, c'est pas vraiment ça les rites, voire c'est pas ça du tout. Donc en fait, les rites, que souvent on utilise un R majuscule, hein, dans le milieu pour faire un peu la distinction et de rites au sens vulgaire ou commun et les rites dans le confucianisme. Disons que les rites, c'est lié à la politique, enfin une pensée politique, une pensée morale, à la cosmologie, savoir la vision du monde, comment fonctionne le monde naturel, et voir l'esthétique. Donc c'est quelque chose de beaucoup plus large que ce qu'on peut imaginer de prime abord. Finalement, les rites, s'appliquent sur la vision du monde, la société et même l'existence humaine, en fait. Donc il y aurait, à peu près, 3 grandes catégories. Enfin, si on veut simplifier, on peut dire qu'il y a 3 grandes catégories, d'objets, en fait, enfin de pratiques qui sont désignées par ce terme. Donc c'est des comportements ritualisés, hein, en fait, les rites, et c'est des règles aussi. Alors, il y aurait, un premier ensemble, c'est les pratiques rituelles à connotation religieuse, comme les sacrifices, et le fameux sacrifice aux ancêtres, le Tsesa, dont on parle toujours en Corée, quand on parle du confucianisme. Donc, ensuite, il y a, ce qu'on appelle les rites de passage. Donc c'est l'accession à l'âge adulte dans une société, donc marquée par exemple, la prise du bonnet viril. Bon, il y a différentes cérémonies, en fait, qui marquent ce passage-là et le mariage et enfin, il y a aussi les règles de conduite, qu'on pourrait, appeler d'étiquette, de politesse, de cérémonial. Mais, ces conduites, ça va, j'ai envie de dire du bonjour, avez-vous bien dormi le matin aux parents, à comment se tenir quand on étudie avec une certaine posture, parce que le corps est important aussi dans la performance rituelle. C'est pas juste quelque chose qui vient du cœur, c'est aussi quelque chose qui se travaille dans sa posture et son corps en fait. Et aussi les grands rituels d'État, officiels, etc. Donc par rite, on entend tout ça et au-delà de ça, donc ça, c'est un peu la lettre, en fait, parce que tous ces règles, ces comportements sont codifiés dans des textes qui ont vocation à servir de normes, donc d'une forme de contrainte, hein, clairement. Mais au-delà de cette, lettre des rites, il y a l'esprit des rites. Donc l'esprit des rites, en fait, bon, c'est comme ça paraît un peu, fumeux, mais c'est simplement pour dire que les rites, dans le confucianisme, c'est, compris comme un entraînement moral. Enfin, presque au sens sportif, quoi. C'est un programme d'entraînement. On pratique les rites pour devenir moral ou pour devenir encore plus moral et encore plus meilleur, bon. Et il est fondé sur la répétition et la constance comme le sport. C'est la gym morale, en fait, les rites. Et les résultats ne viennent que si on pratique avec une certaine discipline et avec du cœur. Donc voilà, c'est un peu ça, mais voilà, c'est une question qui est vraiment assez fascinante
assez spécifique, au confucianisme et dans mon livre, en fait, je parle de ritualisme confucéen sur plein d'aspects, mais c'est vraiment le point le plus important, je pense, à comprendre. C'est la complexité de cette notion de rite et finalement, pour finir, j'ai juste envie de dire que, c'est un peu le sujet du bac de philo, c'est, les rites, c'est des contraintes qui libèrent, avec, tout le paradoxe, de voilà, de la contrainte et de la libération et le but, c'est, de gagner, une forme d'épanouissement. D'accord. Alors donc, comme, on l'a dit en début, d'entretien, le Joseon commence à la fin du 14e et termine, à la fin du 19e, au début du 20e siècle et donc pendant ces plus de 500 ans, il y a eu, d'innombrables écoles et de factions de confucéens et donc s'en suivait, beaucoup de débats et voire même des controverses. Dans ton livre, tu évoques, la les controverses sur les rites, qui sont apparues au XVIIe siècle et pour, être assez court, en fait, c'est une querelle qui concernait la durée, mais aussi, la tenue que devait porter la reine, durant sa période de deuil. Et tous ces débats, très très techniques, très poussés, m'ont vraiment fait penser, aux débats théologiques qu'avaient les religieux byzantins sur, le sexe des anges, alors que Constantinople était assiégée, avant finalement de tomber, en 1453. Dans les 2 cas, ce sont des débats théoriques et abstraits qui semblent avoir pris une place, relativement disproportionnée dans une période trouble. Déjà, que penses-tu de cette comparaison? Et est-ce que ces débats préfigurent les difficultés du Joseon à se réformer? Cette comparaison, en fait, oui, elle est bonne parce que je pense que beaucoup de gens l'ont à l'esprit. Enfin, c'est-à-dire que les gens qui s'intéressent un peu à l'histoire de Corée, ils vont tomber là-dessus, ils vont dire: «C'est quoi ce machin? Qu'est-ce qu'ils font?» Bon et c'est aussi, à l'origine, en fait, de la critique la plus importante qui est adressée au confucianisme dans l'histoire de la Corée, c'est de dire que, bah, toutes ces élites étaient tellement imbues, occupées par, cette discussion, justement du sexe des anges, donc de philo en gros pour simplifier et ils en ont oublié, le peuple, le royaume et cetera. Alors bon, comme, vous vous en doutez, c'est un peu, caricatural et simplificateur comme vision et moi j'ai envie de dire que ce débat en fait prend une place, oui, disproportionnée mais, pas tant dans l'histoire que dans l'historiographie. C'est-à-dire qu'on grossit, beaucoup, cet épisode qui est bien sûr, c'est un événement, politique, ça rythme en fait l'histoire, mais il n'y a pas que ça qui se passe à partir du XVIIe siècle et on ne comprend pas en fait la trajectoire du royaume coréen et l'évolution, si vous voulez, du confucianisme coréen sans comprendre ce qui s'est passé au XVIIe et c'est pour ça qu'il faut absolument faire retour à l'histoire un minimum, au lieu de s'arrêter justement, aux querelles byzantines et cetera qui sont, l'écume à la surface, mais qui sont des symptômes en fait de quelque chose qui se joue ailleurs et qui se joue ailleurs que dans le sexe des anges précisément ou, du costume rituel de la reine, voilà. Donc est-ce que ça préfigure les difficultés? Oui et non. Enfin, c'est-à-dire que si on veut prendre ça comme, une sorte de symptôme, on peut, mais là aussi c'est extrêmement simplificateur et c'est un moment, en fait, c'est un moment et c'est, juste une vision, grossie, en fait, de quelque chose qui fait partie d'un ensemble beaucoup plus, complexe, d'une trajectoire, plus longue. Voilà, donc moi je dis pas que ça préfigure la chute du Joseon, justement, parce que moi j'ai pas envie de enfin disons que je suis pas trop dans cette approche de dire, voilà, c'est parce que, les lectrices préoccupées du confucianisme que le pays est parti à volo. Je j'ai pas envie, si vous voulez, de rester sur, des raisons, idéologiques uniquement, même si elles sont importantes. D'accord et je me demandais si puisqu'en fait, au XVIIe siècle, il y a aussi, les études pratiques, donc le Shillak qui a commencé à prendre son essor et je me demandais si tu établissais un lien de causalité entre, toutes, ces controverses, ces discussions très poussées et aussi, l'essor de cette étude pratique. Oui, alors, ça aussi c'est quelque chose, d'assez habituel en fait dans la façon de décrire l'histoire de Corée. C'est, on opposerait justement les lettrés, dits du Sirak, donc études pratiques,
à finalement une sorte de confucianisme d'État, qui serait un peu sclérosé, dégénéré justement, bon. Mais bon, alors moi je souscris pas du tout à cette vision parce que le label même en fait de Chirac est quelque chose de récent, hein. Enfin c'est quelque chose qui date du XXe siècle et c'est beaucoup plus difficile à délimiter, caractériser. Et finalement, il y a un point commun en fait chez tous les Confuciens coréens en fait, qu'ils soient Chirac, qu'ils soient, bon, ritualistes, ils partagent quand même les mêmes valeurs. Parce que j'ai rappelé l'étude, l'apprendre, le sens de l'humain, les rites, ça ne change pas en fait, c'est la même chose. C'est une variation comme une autre, alors qui elle aussi est extrêmement grossie aujourd'hui. Pourquoi? Parce que quand on dit Chirac et études pratiques, en fait, ce qu'il y a derrière, c'est toute la question de la modernité, ratée ou pas ratée, de la Corée et de l'Asie en général, en lien avec, l'idéologie justement. C'est c'est intéressant ce que tu dis sur, ces controverses qui, en fait, qui auraient pas pris une place disproportionnée, mais c'est peut-être plutôt nous qui avons donné une place disproportionnée à ces controverses et peut-être que la modernité nous a légué une vision, dans sa critique du confucianisme un peu simpliste de celui-là. Dans ton livre, tu écris: «Le confucianisme peut en effet être résumé en quelques notions telles que la piété filiale ou la loyauté. Ces notions sont utilisées comme des marqueurs culturels positifs ou négatifs, servant à expliquer tout et son contraire dans la culture, l'histoire et la société coréenne d'hier et d'aujourd'hui. Est-ce que tu penses qu'il existe un biais culturaliste dans les médias français ou dans nos représentations contemporaines du confucianisme, c'est-à-dire une tendance à vouloir trop expliquer des phénomènes de société coréens par le confucianisme? Oui, oui, tout à fait. Mais alors, c'est quelque chose qu'on voit, oui, dans le discours public, mais un peu informé quand même, hein, parce que je pense que le discours public général s'en contrefiche en fait du confucianisme en Corée. Mais en tout cas, quand on approche un peu la culture coréenne, spontanément, c'est quand même disons, le trait culturel qui sort en premier, même avant le bouddhisme ou à tort le christianisme, enfin les protestantismes. Version US, en fait, serait beaucoup plus intéressant en fait comme comme disons comme explication, mais peu importe. Oui, il y a ça. Mais alors, j'ai envie quand même de préciser que c'est pas simplement en France ou en Occident avec 50 guillemets, parce que c'est aussi quelque chose qui est véhiculé par les Coréens eux-mêmes. C'est-à-dire que oui, il y a une forme de cliché de ce que serait le confucianisme, de ce que le confucianisme a fait à la société, la culture coréenne, dans l'histoire, etc. Donc ça fait partie d'un discours commun, un peu convenu par facilité. Et ce qui me frappe toujours, peut-être un peu moins aujourd'hui parce que je pense que l'indifférence gagne, mais ne serait-ce qu'il y a 20 ans ou 30 ans, c'est que, surtout en Corée, plus qu'en France je veux dire par là, ça polarise. C'est-à-dire que ça a suscité, des émotions en fait, assez, fortes, de rejet ou, d'adhésion, enfin je veux dire plutôt de rejet. C'est dans le donc oui, il y a un biais, donc culturaliste si c'est, j'ai envie de dire, nous, mais en Corée aussi en fait, ils ont un auto-discours culturaliste, Oui, c'est ce heu fameux, Hell Joseon, cet enfer de Joseon qui est, une expression, contemporaine utilisée, pour critiquer en fait des aspects très conservateurs de la Corée du Sud, comme par exemple, on l'utilise beaucoup pour critiquer, la position des femmes dans la société, sud-coréenne ou, par exemple les conditions de travail qui peuvent parfois être très dures. Oui, oui, tout à fait, parce que finalement, c'est un peu, Joseon, Yangban, confucianisme. En fait, c'est presque des synonymes et c'est en gros le passé tradit et un peu comme nous, on dirait c'est le Moyen Âge en fait, avec, là aussi, des stéréotypes, faux, enfin disons, des vérités fausses, rétro-projetées sur le passé. Mais le confucianisme fait partie en fait de cette image en fait du passé coréen, et bon, après, il y a
quelques aspects positifs. C'est-à-dire que les gens vont dire: «Ah, mais il y a la politesse, on s'occupe de nos vieux». Enfin bon, il y a une bon voilà, c'est à double tranchant, mais c'est quand même massivement, négatif et tout ce qui est, discrimination et tu l'as bien dit, Antoine, hein, en particulier, les rapports hommes-femmes, qui est un sujet, brûlant, s'il en est un, depuis quelques décennies, dans le monde, plus particulièrement. Enfin, je veux dire, maintenant, on parle beaucoup de ça. Forcément, le confucianisme arrive en ligne de mire avec cette question des rites qu'on avait vu, un peu plus tôt, hein, de savoir, l'incompréhension peut-être des gens sur, quelque chose qui est très compliqué en fait. Les rites, ou le confucianisme, ce n'est pas que la piété filiale, la femme obéit à l'homme et on obéit aux vieux. C'est pas que ça. On sent un lent délitement du confucianisme dans la société coréenne, que ce soit au niveau des individus, mais aussi au niveau du cadre légal. Par exemple, avec des amendements de certaines lois sur l'héritage qui privilégiaient autrefois les hommes, ou alors concernant la distinction légale entre le parricide et les autres formes d'homicide, qui a été progressivement abolie par le Conseil constitutionnel au cours de ces dernières années. Et il faut savoir qu'avant, le parricide était plus sévèrement puni que le meurtre. Bref, dans ces deux cas, la notion d'égalité semble être de plus en plus privilégiée à ce qu'on peut apparenter à la tradition confucéenne. À ton avis, quelles sont les valeurs fondamentales dans la Corée du Sud du XXIe siècle qui sont encore confucianistes? Et faudra-t-il qu'elles disparaissent pour enfin dire que la société coréenne n'est plus confucéenne? En fait, c'est difficile parce que bon, l'exemple que tu prends, Alexandre, c'est bon, c'est dans le droit, enfin et puis de la jurisprudence, des décisions du Conseil, constit, bon. Oui, donc en termes de droit, l'égalité est garantie, sanctionnée par un État. Enfin, donc là, en l'occurrence, c'est l'État sud-coréen. Mais après, j'ai envie de dire quel est le rapport avec le confucianisme? C'est-à-dire que l'État sud-coréen n'est pas confucianiste, en fait. On n'est pas dans un État religieux. Enfin bon. Donc, et après, le confucianisme n'est pas antithétique avec la notion d'égalité quand on la prend d'un point de vue moral, dans le sens où, comme je vous disais, en fait, tous les hommes, les individus sont égaux dans leur nature et leur potentiel et le devoir commun. Après, ça dépend de ta position. Donc, et de ton potentiel, justement, tu adaptes, mais finalement, on est égaux. Et on peut poser la même question, est-ce que, bon, la France, c'est un pays de tradition, supposément, là aussi, catholique, bon, est-ce que ça a une incidence sur les codes de loi, français? Je pense pas. Enfin bon, bref, donc c'est pas évident du tout ces questions-là, mais quelles sont les traces de ce qui reste du confucianisme? Je sais pas, je dirais peu de choses. Alors ou alors il faudrait parler de un je ne sais quoi, un esprit, mais c'est difficile de mettre le doigt là-dessus et de le définir parce que, comme je disais tout à l'heure, finalement, dans l'énorme marché, de la religion en Corée du Sud, le confucianisme, c'est rien du tout. Enfin, ça n'existe même pas, comme, donc c'est quoi? Est-ce que c'est dans l'esprit traditionnel, enfin quelque chose d'assez nébuleux, on ne sait pas très bien quoi mettre dedans et ce serait des mêmes valeurs qu'on peut trouver ailleurs, hein, finalement, dans le monde. Donc je suis assez embêtée avec ça. Après je pense que ça mériterait, plus d'études ou de réflexion. Oui, je dirais que la société coréenne aujourd'hui n'est pas confucianiste, n'est pas vraiment confucéenne non plus, loin de là, mais il reste des choses. Dans le patrimoine, dans, des expressions, des petites valeurs, voilà. On va maintenant revenir un peu sur le travail que tu as fait pour ce livre. Comment est-ce qu'on travaille sur un corpus aussi vaste que celui du confucianisme, qui est riche d'une histoire de 2000 ans et dont la principale, enfin une des activités principales, c'est la production justement de commentaires, de registres. C'est aussi une question qui a été beaucoup traitée, le confucianisme, par les historiens. Comment est-ce qu'on fait pour s'y retrouver quand on est face à un corpus aussi vaste? Bon, ben alors, là, c'est un peu la réponse, un peu bateau, mais qui est vraie, hein. Moi, ça fait 25 ans que je travaille là-dessus.
Mmh. Au bas mot, 25 ans. Donc, j'ai pas écrit sur le sujet et surtout un livre comme ça avant parce que je me sentais pas capable. Après, je pense que c'était nécessaire, donc je me suis un peu fait violence. Après, c'est pas à pas, c'est-à-dire qu'on prend morceau par morceau. Donc, c'est quand même un sujet qui est beaucoup traité, beaucoup enseigné. Alors, pas en études coréennes, bien entendu, mais moi, j'ai quand même commencé en études chinoises et là, il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de littérature sur le sujet, il y a d'excellents professeurs, etc. Donc, ça, c'est pas mal. Mais et après, c'est de lire en fait. Et mais oui, c'est en fait, c'est une question de temps. On s'improvise pas, spécialiste du confucianisme en 2 ans. D'ailleurs, quand tu parles justement de cette longue durée dont tu avais besoin pour étudier, pour mieux comprendre tout cet aspect du confucianisme, je me demandais en fait à quel point c'était dur de prendre de la distance, de prendre du recul par rapport à l'influence des études japonaises depuis la colonisation, mais aussi des études coréennes vis-à-vis du confucianisme. Surtout en tant que chercheuse française, donc tu as dit que tu as fait des études chinoises auparavant. Voilà, à quel point tu as réussi à prendre suffisamment de recul, si d'ailleurs c'est quelque chose de possible? Bref, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Oui, alors merci pour cette question parce que c'est vrai que je me la pose moi-même pour éventuellement enseigner sur le sujet. Alors moi, j'ai eu la chance, paradoxalement, parce qu'il n'y avait pas d'enseignement en France, sur, ces sujets-là, de passer par la sinologie et en fait, je crois que ça m'a aidée. C'est-à-dire que si j'avais appris, le confucianisme ou, en Corée, je pense que ça aurait été plus difficile de prendre cette distance-là. Parce que la manière dont c'est enseigné en Corée, la manière dont on lit les textes et dont on les traduit pas d'ailleurs, enfin, adapte en coréen, me semble très difficile pour quelqu'un qui est extérieur. Et moi finalement de passer par la Chine, ou la sinologie plutôt, les études chinoises, ça m'a donné un peu, il y a plus d'1 siècle, 2 siècles de sinologie, donc il y a une sédimentation, en fait, de la réflexion critique sur ces sujets. Donc j'avais déjà à disposition, ce genre de formation, en fait, par, les professeurs, des ouvrages, des articles et cetera. Beaucoup de traductions aussi, parce que ça, c'est absolument déterminant pour moi et ça, c'est aussi un autre aspect, de mon travail. Peut-être pour les auditeurs, je suis traductrice justement du chinois classique vers le français ou l'anglais, mais c'est une partie importante de ma formation continue en fait sur le confucianisme, c'est que je lis des textes et je les lis en VO, si je puis dire, j'ai envie, avec les difficultés que ça pose, et je les lis pas en traduction coréenne moderne ou en adaptation. Et je pense que c'est ça, c'est le fait d'être un peu multisituée, c'est-à-dire que j'ai un petit pied, un orteil dans la sinologie, j'ai un pied en études coréennes, mais je n'ai jamais fait mes études en Corée. Je n'ai jamais été dans une université coréenne, mais je lis beaucoup de travaux coréens qui sont absolument déterminants, bien entendu. Et après je lis moi-même. Donc en fait, c'est cette espèce de triangle qui, je pense, me permet un peu d'essayer d'avoir une vision la plus nuancée ou critique, ou mais aussi partisane, hein, enfin parce que je suis très passionnée par mon sujet. Donc, mais voilà, je pense que c'est mon parcours un peu hybride ou un pied en dehors qui permet ça. Donc tu l'as dit, tu as aussi traduit, enfin tu traduis aussi du chinois classique en français. Mm. Ça m'a fait penser en fait, et je l'ai vu aussi pour avoir côtoyé pas mal de Coréens à l'université. En fait, il y a énormément de Coréens au XXIe siècle qui n'apprennent même plus les hanja, les caractères chinois traditionnels. Mm. Et donc, je parle même pas des Hanmun, donc qui est la lecture des textes écrits en chinois traditionnel. Mm. Et pour la plupart, par exemple, pour lire les registres royaux, qui sont tous écrits en hanja, en fait, eux passent et doivent lire la version coréenne qui est traduite, je crois, par les autorités coréennes ou en tout cas par des chercheurs coréens. Je me demande aussi si traduire leurs classiques en coréen influence la façon dont ils comprennent leur propre histoire.
Qu'est-ce que tu en penses de tout cela? Oui, alors ça, c'est quelque chose que j'aborde un peu à la marge dans mon livre, mais qui est quelque chose qui me tient vraiment à cœur. Parce que précisément, je suis traductrice et je suis exégète. En fait, c'est un problème qui est pointé même par les spécialistes du confucianisme en Corée, c'est de dire que les jeunes générations, en fait, ne peuvent plus, ou alors, disons qu'ils arrivent néophyte sur ses compétences de lecture du chinois classique, même à l'université. Et c'est presque trop tard, en fait, pour des spécialistes d'histoire. Donc, les Sud-Coréens sont assez préoccupés par cette question-là, puisque encore juste après la guerre de Corée, il y avait encore des spécialistes. Alors, certains formés pendant l'époque coloniale avec une lecture japonaise qui est différente de la lecture de l'époque Joseon. Donc, il y a une sorte de millefeuille de l'histoire, en fait, de comment les Coréens lisent ou produisent des textes, mais en particulier lisent leurs propres textes écrits en chinois classique. Donc, jusqu'aux années 90, ça allait à peu près, mais là, il y a de moins en moins, en fait, de gens capables. Alors, les solutions qui sont trouvées, il y en a deux. C'est de former des traducteurs pros, parce que avant c'était un peu délégué, c'était une activité un peu pas très pas très valorisée, mais il y a un institut justement pour former des traducteurs pour les classiques coréens. Parce que c'est un patrimoine national important que les Sud-Coréens veulent mettre en avant. Et par ailleurs, c'est aussi l'intelligence artificielle. Ça, je pense que les Sud-Coréens misent beaucoup dessus parce qu'ils sont saisis par l'urgence de retraduire. Parce qu'ils ont traduit certains des textes coréens, mais pas tout, parce qu'il y a une quantité mais pléthorique d'œuvres écrites par les lettrés confucéens pendant 6 siècles, et ils ont numérisé une grande partie. Alors ça, c'est une spécificité parce que c'est disponible en ligne gratuitement pour tout un chacun, avec recherche par mots-clés, etc. Mais c'est pas traduit, c'est-à-dire que c'est brut, bon. Et même pour le passer en coréen moderne, qui, comme je le dis souvent, ce n'est pas de la traduction, c'est une sorte de calque adaptation, parce que si vous voulez, les mots, les notions philosophiques confucianistes ne sont pas traduites en coréen moderne, parce que c'est le même mot en fait, c'est un caractère. Alors au mieux on dit Maom pour Sim, enfin le cœur pour mais il y a plein de mots où ça passe pas. Enfin c'est des monosyllabes et ça n'avance pas plus un coréen d'aujourd'hui qu'un français d'aujourd'hui sur ce que ça veut dire. Le principe, on ne sait pas ce que c'est. Enfin bon, bref. Donc il y a ces stratégies qui sont mises en place parce qu'il y a urgence de retraduire et de continuer à traduire en coréen, mais aussi en anglais, parce que il y a une sorte de course à l'échalote là avec la Chine populaire sur le patrimoine confucianiste, confucéen, l'histoire, la culture coréenne, etc. Là, c'est une difficulté qu'ont les Sud-Coréens parce que la Corée du Nord finalement n'est plus du tout dans cette problématique-là. Enfin, elle n'est pas du tout dans la valorisation de ce patrimoine écrit et intellectuel. Mais en Corée du Sud, si, c'est un réel enjeu. Et finalement, ça c'est un appel du pied à tous les étudiants potentiels, il y a quand même beaucoup à faire en étant précisément, hors, de cette sphère-là. C'est-à-dire qu'en pouvant justement lire et traduire dans une langue occidentale, on fait, un travail, utile, parce que ça aide à la compréhension des textes aussi. Eh bien, merci Isabelle. Merci beaucoup Antoine et Alexandre. Merci d'avoir écouté cet épisode d'Un matin en Corée, votre podcast mensuel sur la Corée, en partenariat avec le Club de réflexion et de recherche sur la Corée et en collaboration avec l'Atelier des Cahiers. N'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux et à bientôt.